Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent. Alors, depuis quelques temps, on ressent tous ce truc étrange. Le monde file à toute vitesse, des crises qui s'enchaînent, des conflits qui changent de décor, des décisions qui tombent sans prévenir. Et nous, ici à Abidjan, on est là, pas forcément présent, pas forcément absent, mais pas tout à fait dedans non plus. On regarde, on scrolle, on réagit, comme si le réel nous parvenait à travers une vitre, mais légèrement insonorisé. On est au cœur de l'époque et en même temps à distance. Tout se passe devant nous, plus qu'avec nous. Il fut un temps où on racontait des empires qui occupaient presque tout. Tout, non, parce qu'un village d'irréductibles éclairé résistait encore et toujours à l'envahisseur. Aujourd'hui, la résistance, elle est souvent invisible. Pas des armes, un doute, une idée, le refus de se laisser absorber. Orwell, merci Bruno, parlait d'usure plus que de violence brute, ce moment où on ne sait plus ce qui est vrai ni ce qui est faux, et si ça vaut le coup de faire la différence. Le piège, c'est de ne pas être enfermé, mais c'est d'être parfaitement installé, spectateur de sa propre vie, alors qu'on a été acteur et un jour, jadis, révolutionnaire. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, car au milieu de tout ça, il y a d'abord des rencontres, des gens qui te tendent la main pile quand tu cherches rien. Ces hasards, ces discussions, ces moments partagés qui changent une trajectoire, pas le monde, mais la façon dont on le regarde. Ce soir à Abidjan Talk Live, on part de là, du monde tel qu'il se joue, rapport de force, de stratégie et de récits rodés, mais surtout ce qui se vit pour de vrai. Est-ce que le monde est devenu plus violent ou juste plus visible ? À quel moment on est passé d'acteur à commentateur permanent ? Est-ce que prendre position, c'est forcément choisir un camp ? Est-ce que la normale devient normale par habitude ? Le silence, une stratégie de survie ? Est-ce qu'il y a des moments où le réel reprend le dessus ? Ou alors, définitivement, on ne regarde plus, on traverse le temps ? Bienvenue à Abidjan Talk Live. Salut. Youssef, ça va ? Mehdi ? Salut tout le monde. Épisode un peu plus calme, un peu plus orienté à Abidjan Talk Live. On a fait un autre pot pourri tout à l'heure. On ne sait pas s'il sera avant celui-là ou après celui-là. La magie du montage le dira. On essaye de recadrer un peu. Sur des sujets assez intéressants, je pense, philosophiques ou pas, ou concrets ou quoi que ce soit. Et donc je pose la question comme ça, est-ce que vous avez l'impression que le monde est devenu plus violent ? Ou alors c'est juste un peu plus visible, il a toujours été violent. Moi je pense que le monde est plus violent. Beaucoup plus violent. Je pense moins violent. Alors on t'écoute. Je pense on se défend moins. On accepte, on subit. Parce qu'on a des obligations, on a des engagements, on a des responsabilités et on s'indigne de moins en moins lorsque notre prochain est dans des difficultés. Après, il y a différentes formes de violence déjà. Donc, quand tu prends la question, est-ce que le monde est plus violent ou moins violent, tu peux y répondre en disant il y a combien de morts par guerre, dû aux guerres, où il y a combien de morts dus à des morts plus ou moins naturelles, proportionnellement à la population maintenant en 2026, et puis ensuite il y a 100 ans. Et là tu peux comparer. Mais est-ce que la mort c'est une violence ? Est-ce que la violence c'est pas la souffrance, qui parfois peut entraîner la mort ? Mais est-ce que la violence c'est pas d'abord la souffrance ? Autrement dit, est-ce que s'il y avait beaucoup moins de morts proportionnellement au nombre de personnes qu'on est sur cette planète, et beaucoup moins de morts donc proportionnellement par rapport à il y a 100 ans, mais on ressentirait que le monde est moins violent juste par ce facteur-là ? Je pense pas.
Je pense que le fait qu'il y ait des violences verbales, il y a des violences numériques, ou en tout cas le numérique est un relais et une loupe de cette violence verbale, etc. C'est même un coefficient multiplicateur. Ouais, c'est les deux, je pense. C'est la loupe et le coefficient. C'est-à-dire qu'à la fois, elle permet de voir quelque chose que tu n'aurais pas vu. En même temps, elle l'amplifie, elle le multiplie. Et vraiment d'une manière, je pense en maths, on dit exponentielle, qui se multiplie par... Voilà. Donc, moi, je trouve qu'au contraire, je dirais que le monde... Alors, on n'était pas là avant. On compare par rapport à ce qu'on s'imagine, par rapport à ce qu'on a lu des autres ou ce qu'on a entendu des grands-parents ou quoi, mais je pense qu'il y a de très grandes formes de violence, même quand tu prends des pays occidentaux qui sont censés agir fondamentalement tout le temps contre la douleur, la maladie, réguler les choses par des institutions pour qu'il y ait justement une meilleure qualité de vie. Ils agissent par des effets extrêmement violents. Quand tu vois la position, par exemple, pour donner un exemple concret sans rentrer dedans, des agriculteurs, ils subissent des violences même dans leur fonctionnement. Le monde dans son fonctionnement, dans la manière dont on est maintenant complètement tributaire des puissants, et les puissants ayant vu que finalement on peut faire un peu beaucoup et même plus que ce qu'on pensait, il va rien se passer. Quand tu vois que on peut attraper, suivre quelqu'un avec tous les moyens numériques qu'on a en quelques secondes si on s'y met vraiment, mais que ça nous sert que pour choper un opposant ou potentiellement de temps en temps un terroriste, mais encore que là c'est pour les bienfaits de l'État, mais pour la pédocriminalité on n'arrive pas. C'est impossible, il y en a trop. Et tu vois, ce sont des violences aussi qui sont pas des violences choisies. Ouais, des violences choisies. Il y a des violences qui sont plus tolérées que d'autres. Et puis après, il y a ce qu'on appelle aussi le mort kilométrique. Plus c'est loin, moins je me sens concerné. Et puis aussi, il y a, je sais pas s'il y a une théorie qui existe là-dessus, mais il y a une sorte d'habitude, de lassitude. Voilà, c'est fini là. Aujourd'hui, on peut tous être tristes pour certaines choses qu'on voit, mais on va pas avoir le même choc et la même passion 3 ans après le 8 octobre. Je parle pas du 7 octobre ici exprès, intentionnellement, parce que je parle que d'une partie de ce conflit-là. Je parle pas du reste dans cet exemple-là. C'est fini aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et à d'autres échelles, tu prends aux États-Unis, voilà, bon. T'as pas fini de t'indigner, de faire des dessins, des mèmes, des blagues et des podcasts sur le mort, un mort par ICE qui s'est fait buter pour une connerie ridicule à 2 balles. T'as pas fini, il y en a eu 3 dans la semaine qui ont suivi. Donc, je pense que si on veut dire qu'il y a moins de morts, c'est possible. Mais si on veut dire que le monde est moins violent, alors moi je propose un angle qui est regarde tes inquiétudes ou ta perception, non pas en la comparant à avant, mais juste quand tu parles avec tes enfants, pour ceux qui en ont, ou avec des enfants ou des jeunes. Est-ce que tu arrives à parler d'une manière un peu légère, tu vois, un petit côté léger, un peu comme ce qu'on t'a dit, tu le répètes, ta petite expérience, ou est-ce que tu te fais vraiment beaucoup de soucis pour ce qui va advenir d'eux ou comment ils vont réagir dans ce nouveau monde qui est en train de se construire? Moi, je dirais que c'est beaucoup plus violent qu'avant, même si on meurt, même si l'espérance de vie est beaucoup plus grande, et même si on meurt pas aussi facilement qu'avant, tu vois. Mm-hmm. Bon, il y a différents angles, hein, il y a différents points de vue. Qu'est-ce que toi tu en penses, Mehdi? Je me dis déjà qu'avant, on a créé les armes pour faire la paix. Ça montrait la violence d'avant. Oui. Avant... C'est quoi la phrase déjà pour préparer la paix j'ai plus la phrase, mais j'ai l'idée. Ouais. C'est comme ça qu'on nous avait vendu le truc. C'est pour montrer un peu la violence. Qui prépare la paix, prépare la guerre ou un truc comme ça. Ça nous montrait la violence d'avant. Ouais. Avant, les gens avaient quand même eu les couilles de balancer une bombe. Maintenant que on a une bonne douzaine de pays qui ont cette fameuse bombe, et plus personne n'a peur de personne. Mais personne ne l'utilise.
Il y a d'autres moyens. Il y a peut-être un fou qui peut l'utiliser. Oui, il y a d'autres moyens. Il y a plusieurs fous qui peuvent les utiliser, mais ils les utilisent pas, au fait. C'est ce que je veux dire. Et avant, il y avait quand même une certaine indignation qui faisait que lorsque ton prochain ou ton voisin était attaqué, tu ripostais, tu l'aidais à riposter. D'où la triple alliance, la triple entente. Mais maintenant, chacun pour soi. On peut avoir l'impression, avec le développement des médias, des réseaux sociaux, on voit cette violence. On ne choisit plus la violence qu'on nous propose juste à la télévision. On choisit ce qu'on veut voir. C'est ce dont parlait Orwell, où on vit dans un monde où on va finir par usure à accepter les contradictions. Exactement. C'est-à-dire on sait que c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais on n'a plus la force en fait de lutter contre ça. Et là où je suis d'accord avec Yos, c'est que il peut y avoir plus de morts. Ça c'est clair. Déjà la population, c'est pas celle d'avant, mais je donne juste un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un se fait agresser dans la rue. Mon premier réflexe, c'est de sortir mon téléphone pour filmer. Du coup, il n'y aura pas de riposte, il n'y aura pas de défense, il n'y aura pas cette violence, cette réponse violente que je donnerai à l'attaque que mon prochain subira. C'est surtout de cet angle-là que je vois la chose. Mais avant, mon voisin, mon prochain se faisait agresser, je ripostais, je l'aidais. Et donc, je multipliais cette violence. C'est surtout de ce côté-là que je voyais un peu plus. Là, la violence, elle est vulgarisée, au fait. Et elle peut être utilisée par tous les moyens. On ne s'indigne plus de la violence aujourd'hui. On ne s'indigne plus de la violence. C'est que de la surenchère. On est dans un monde où il n'y a que de la surenchère. On ne s'indigne plus de rien. Et là où je suis aussi d'accord avec Youssef, c'est que, comme on dit, les plus puissants, ils se rendent compte que on peut faire ce qu'on veut et ça ne va nulle part. C'est tout. On est dans ce monde-là. Et quel que soit le continent, quel que soit le pays, quelle que soit la puissance, les plus forts sauront que ça n'ira nulle part parce qu'il n'y a rien en face. C'est maïs. C'est ça, non ? Ben oui, c'est exactement ça. C'est maïs. On regarde un spectacle, en fait. C'est fini. On s'indigne plus. On n'est plus acteur. On n'est plus acteur. On n'est plus acteur. En fait, tu sais, là, tu amènes à un autre sujet même. Et enfin, un autre sujet, non, c'est le même sujet, puisque d'ailleurs, tu en parlais, je sais, Orwell, ou c'était la partie où c'était toi, quand tu parlais de résistance ? Non, c'était mon intro. Ouais, ça c'est toi, c'est ton intro. Mais justement, tout ça, c'est une forme de résistance. J'ai eu ce sujet-là hier en famille. Pourquoi acheter ça, pourquoi pas acheter ça, pourquoi voyager ici, pourquoi pas voyager là-bas. Et sans même parler, de boycott pour tel ou tel, pour les Ouïghours ou pour Gaza. C'est même pas ça l'idée là. Là, c'est l'idée que finalement, comment est-ce que tu peux résister face à des machinations puissantes ou face à des formes d'autoritarisme ou de dictature, ou peu importe comment on appelle ces choses-là, face aux puissants. Et tu ne luttes pas et tu ne fais pas les choses pour que le monde change, parce que sinon c'est que tu es extrêmement prétentieux. Je crois qu'à ton niveau tu peux changer quelque chose. Tu fais les choses pour que ça change en toi, et qu'ensuite par le Saint-Esprit, il est au premier degré, hein, et qu'ensuite par le Saint-Esprit ça puisse changer autour, et qu'un jour tu as créé cette chaîne et ce maillon, tu as participé à créer cette chaîne et ce maillon, et là ces maillons, et là ça a un impact. Si tu penses qu'il faut rentrer dans l'armée de gauche ou de droite, peu importe, hein, et que toi, parce que tu es un petit peu plus courageux que la moyenne, tu vas faire quelque chose, tu as trop d'ego et tu as oublié qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et si tu crois qu'en boycottant avec beaucoup de ferveur et en obligeant les autres à boycotter avec beaucoup de ferveur, tu vas influer dans le sens... Pareil, là aussi, tu as une certaine forme d'arrogance et de défiance envers le Tout-Puissant. La résistance à tout ça, je pense que c'est vraiment un truc qui se ressent sur soi-même. C'est dans chaque acte, geste, décision, parole, prise de position. Qu'est-ce que tu es prêt aussi à subir, par exemple? Donc, mon fils me disait, ouais, mais toi, tu dis ça, mais par exemple, tu as un iPhone. Je dis, oui, tu as raison. Jusqu'où je veux aller? Est-ce que je veux rentrer en brousse et finalement être en cohérence à 200% avec ce que je pense et ce que je prône et tout? Ou est-ce que moi, mon juste milieu ou ma capacité, elle est à quel niveau?
Et tout ça, tu reviens après au mot de résistance et aussi de résilience, mais tout ceci, ce sont des formes de réponse aux différentes formes de violence qu'on a. Ouais. C'est des réponses à tout ça. C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un va aller se priver de quelque chose ou quelqu'un va trop réfléchir avant de faire quelque chose, si ce n'est comme un acte de résistance, d'opposition, etc. Donc, je trouve que l'intro même rejoint parfaitement le propos ou le prisme d'Orwell et la question qui était est-ce que le monde est plus violent ou pas. Et la résistance, c'est peu importe où qu'on se trouve dans ce schéma international et la position qu'on a, la résistance, c'est toujours dans cet esprit-là de à partir de soi ce que ça dégage sur le reste. Sinon, c'est beaucoup de prétention et d'arrogance et pas beaucoup de résultats finalement. C'est ça. Et à la fin, peut-être même de la déception et de la tristesse. Et chacun se met dans ses tourments. Non, c'est être fort sur ses positions et puis ne pas attendre de changement parce que je te sors pas du sujet, mais... Non, parce que ça fait quand même partie de ce qu'on a posé d'entrée, parce que là, on est sur est-ce que prendre position, c'est forcément choisir un camp. Ouais. Donc, non, tu es dans le thème complet. Et puis, non, mais moi, ce que je constate avec ce que tu dis et tout, c'est que on veut tellement être aussi dans la peur du jugement, parce que tu peux être dans deux cases à la fois. Ça dépend du sujet. Tu peux être dans deux cases à la fois. C'est pas soit tout noir, soit tout blanc, soit tout gauche, soit tout droite. Il y a toujours quand même une certaine sensibilité. Il y a un juste milieu des choses. Et puis voilà. Que forcément, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit ne va pas accepter ça. Ne va pas accepter que tu sois l'un pour l'autre. On a parlé... dans un enregistrement précédent, donc qui viendra avant ou après cet épisode, par exemple de la CAN, tu peux, par exemple, dans un match de football, supporter une équipe et puis finalement comprendre que les conditions, pour vraiment vulgariser la chose, font que non, t'étais pas au niveau, non, c'est pas la faute de l'arbitrage, non, c'est juste parce que c'était des brels qui étaient sur le terrain, ils étaient pas dedans et qu'ils l'ont pas fait. Donc c'est pas que tu ne supportes plus ton équipe ou que tu commences à leur jeter la première pierre, mais c'est que tu as un moment de conscience, un moment de... Mais tu dois être toujours comme ça, je pense. Oui, mais ce n'est pas la normalité, c'est ce que je veux te dire. On est dans un monde aujourd'hui qui est polarisé. Tu vois, le monde dans lequel on vit force ça. Là, tu es obligé de choisir un camp. Tu peux critiquer la Chine contre ce que fait Taïwan et tu vas avoir, quand je dis tu, je parle d'un kidam, mais qui va par exemple être avec Trump et les États-Unis qui veulent annexer le Groenland. Donc parce que c'est un monde occidental qui s'oppose à un monde... Mais parce que ça dépend, en fait, tu vois, quand on parle de camp, bon là, dans l'exemple de la CAN et tout, on parle par exemple, disons, de Sénégal, Maroc et tout. Mais si toi, ton but, c'est de donner raison à, je sais pas, au Maroc ou au Sénégal, forcément, tu vas pouvoir justifier ce que tu veux, comme tu veux, par de l'argumentaire et du blabla. Mais si ton but, c'est de donner raison à ce qui est juste, là, tu vas te baser sur la morale, l'éthique, les règles de la CAN. Exact. Et à partir de là, tu vas venir dire, bon, ici, le Maroc a déconné, et ici, le Sénégal a déconné, et donc tu vas agir, c'est normal, hein, c'est pas un truc péjoratif, en juge. Mais c'est normal. Parce que moi, je rigole souvent quand on me dit, ouais, tu juges. Oui, je juge tout le temps, et moi en premier. À la fin de la journée, tu te juges. Putain, merde, tout à l'heure, Mehdi, je rigolais avec lui, mais à un moment, j'ai fait un truc, c'était peut-être désagréable, comment je lui ai dit et tout. C'est pas mauvais. Ça s'appelle un examen de conscience. Si tu le fais pas, et que tu pars dans le principe que toi, tu es, je sais pas, blanc, cavalier, tu aimes la forêt et de gauche, et que tout ce que tu vas faire qui va aller dans ce sens-là, tu auras toujours raison. Et si tout le monde fait ça, on peut pas vivre ensemble, ça marche pas. Donc on a des valeurs communes de respect qui transcendent
les différences, j'allais dire ethniques, si on peut dire ça comme ça. Et après, on se rejoint sur ce qui est bien ou mal, et on a une fenêtre de tolérance sur ce qui est différent. Mais c'est pas tout le monde. Moi, je t'entends parce que j'ai ce même mécanisme-là de réflexion que toi, et je suis même un juge très sévère même vis-à-vis de moi-même, de ce que je peux dire, de ce que je peux penser. Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Il y a des gens qui vont trouver, je vais prendre encore un exemple réel mais bien grotesque, que des milliers de morts dans un camp, c'est très grave, mais que des milliers de morts dans un autre camp, c'est moins grave. C'est pas aussi important. Tu vois, là, on touche un peu plus du doigt ce que je voulais te dire. Et c'est le monde, en fait. C'est les médias. C'est la fracture qui est de plus en plus grande, réelle et visible, qui pousse à cela aujourd'hui. Tu ne peux pas. Il y a les gens comme nous qui avons un jugement, qui essayons de se dire, oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et finalement aller vers des valeurs qui sont prônées par la morale, c'est la normalité. Et c'est complètement aberrant de dire ça aujourd'hui, alors que le monde, en tout cas c'est mon constat, je peux me tromper sur ce que je dis, le constat que je vois quand tu scrolles, puisque aujourd'hui c'est comme ça qu'on s'informe, on scrolle, on regarde, on analyse, on nous injecte ce qu'un tel pense, ou ce qu'un plateau peut avoir comme débat, et qui va rester bien sûr centré sur des sujets qui ont été au préalable bien choisis pour ne pas permettre justement que ça déborde avec un cadre bien défini, une ligne éditoriale et tout. Et ça crée une fracture qui est encore énorme, grande. La semaine dernière, j'ai fait un break de quelques jours. J'étais en région parisienne. Et donc, pour me déplacer, à métro, ou des fois, quand c'est un peu trop loin, ou que j'ai envie de me faire plaisir, Uber, je monte dans un Uber. Donc, le gars, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout, Richard. Et il voit mon nom, donc forcément, tu dis, Richard, oui, c'est bien toi. Tu regardes l'immatriculation, truc de sécurité pour voir. Et moi, il voit Farid Daniel. Et il comprend pas. Il me dit, pourquoi tu t'appelles Farid Daniel? Parce qu'en fait, il y a une polarité entre tes deux prénoms. Pour sa connaissance à lui. Pour sa connaissance à lui. Et c'est pour ça que je te dis que nous, on a une certaine posture, parce que justement, on a un vécu, une éducation, on a voyagé à travers le monde, rencontré différentes personnes pour comprendre qu'en fait, le monde, il est divers, multiple, et c'est comme ça qu'il est riche. Parce que tu viens à la fois de ton origine, du pays où tu as vécu, des gens avec qui que tu fréquentes. Et c'est tout ce mélange-là qui font ce que tu es et qui crée ton ouverture d'esprit. Et là, aujourd'hui, juste pour conclure ce que je dis, on est dans un monde où l'ouverture d'esprit, c'est une fracture du crâne, complètement. Mais toi encore, c'est bon, tu l'as choqué à moitié. Ah non, il ne comprenait pas. On en a parlé tout le trajet. J'ai mieux comme exemple. Vas-y. Je pense que ça va te plaire, Yos. Vas-y. La meilleure amie de ma mère, qui jusqu'à présent ne comprend pas pourquoi je m'appelle Mehdi et pourquoi mon petit frère s'appelle Osman. Et sa meilleure amie est libanaise. Mais elle comprend pas que les deux prénoms viennent de la même racine finalement. Effectivement. Ouais. Mais ça lui rentre pas dans la tête. Ouais, là encore, c'est peut-être encore moins compréhensible que l'exemple de Farid Daniel. Oui, parce qu'il y en a qui vont, on peut expliquer, Mehdi, que. Oui, bien sûr. C'est donc dans la branche musulmane, Osman est un prénom qui va être donné principalement ou uniquement par les sunnites, que Mehdi est un prénom qui est souvent donné par les chiites, mais absolument pas exclusivement. Pas du tout exclusivement. C'est que juste, il y a une de ces deux sectes-là, les chiites, donc secte, c'est pas péjoratif ici, qui le donne souvent. Courant, voilà. Mais ça n'exclut pas le Mehdi et tout ce que cela représente de l'islam ou de l'islam sunnite. Exactement. Mais dans sa compréhension à elle, c'est un peu peut-être basique. Il y a 10 prénoms à gauche et 10 prénoms à droite.
Et il n'y a rien au milieu. Il y a la fracture au milieu. C'est terrible. ça, non Oui, c'est exactement ça. Et je vais compléter. Au fait, Farid, tout à l'heure, tu disais, c'est selon nos émotions, en fonction du nombre de morts à gauche. On a eu 1000 morts ici, mais c'est moins grave que 10 morts là-bas. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Il y a une histoire qui est connue de tous, hein, où il y a un monsieur qui vient devant une mer. Et pour sauver les siens, il écarte cette mer pour que les gens passent. Mais cette mer, Moïse ou Moussa, ça dépend de quel courant tu es, si alternatif ou continu. Mais cette mer, elle se renferme sur des gens qui meurent, qui ont toujours été vus comme des gens du mal. Mais ces gens qui meurent, ils ont des familles, ils ont des femmes et des enfants. Et pour eux, alors c'est qui le mal? C'est celui qui a refermé la mer sur le... Quoi, tout est relatif. Ça date pas d'aujourd'hui. On t'envoie, on cherche toujours à t'envoyer vers une voie qui doit être universelle, où on dira que d'un côté, s'il y a des morts, c'est bien, d'un autre côté, s'il y a des morts, c'est pas bien. Ouais. C'est un peu comme ça, et ça date pas d'aujourd'hui, seulement c'est plus vulgarisé, comme je dirais. Tu vois que toute âme se vaut. Et l'autre fois, j'ai une question, on m'a posé une question. J'ai dû un peu trop jouer au philosophe qui pouvait prendre toutes les questions dans la gueule. Et on m'en a posé une qui était pas mal du tout. Il me dit ouais, si jamais il y a... tu dois sauver, si jamais tu dois sauver... ta mère ou ta femme. Non, pas aussi complexe, j'allais dire. Non, si jamais tu dois sauver un de tes enfants, donc ton enfant, ou 10 personnes. Et là, je lui dis, c'est difficile, mais moi, je sauve les 10. Et ça devrait... Peut-être pas instantanément, comment on dit, intuitivement, le jour où, j'espère que ça n'arrivera pas, peut-être que je ferai pas ça. Mais moralement, assis au calme derrière un micro ou l'autre fois dans le salon, je trouve... c'est vraiment un point de vue personnel, hein, peut-être que j'ai certainement tort, j'en sais rien. Tu sauves 10 âmes. Oui, voilà, et je trouve que c'est dur. Tu vois, sur le coup, tu me dis, putain, il a fait ce choix-là, mais j'ai rien à dire, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. Et déjà, c'est bien qu'il ait sauvé quelqu'un et qu'il ne soit pas resté tétanisé et tout. Mais à froid comme ça, c'est encore l'histoire de l'ego, quoi. Parce qu'il y a l'affect, il y a l'amour, tu as engendré et tout, d'accord, ok. Mais après, si tu te rappelles que la boule sur laquelle on vit, elle est lancée à je sais pas combien de millions de kilomètres/heure ou milliers de kilomètres/heure, et que on tourne autour d'une boule de feu, et que tout ça, et que tu te remets en fait à quel point on n'est rien, et que l'univers, le système solaire dans lequel on est n'est rien par rapport au peu de systèmes solaires qu'on connaît. Donc tu enlèves un peu de ton ego et tu regardes les choses avec pas du tout cette grandeur-là, mais avec un autre prisme. C'est difficile de dire, moi, alors là, moi je sauve mon voisin ou mon fils, mais pas les 10 étrangers. C'est dur. Ils sont qui? Ouais, c'est un peu dur parce que finalement, le truc qui te ramène à la fin, c'est justement l'âme. Donc on est des âmes, on est des êtres humains et tout, mais on est des êtres humains ici. Après on est des âmes, donc ça veut dire qu'il y a des âmes qui ont plus de valeur. Alors dans mon cœur, oui, il y en a qui ont plus de valeur, comme toi, comme tout le monde. Mais d'un point de vue dépassionné et d'un point de vue question humaine, je trouve assez balèze de dire moi je sauve le doigt de pied de mon fils plutôt que 10 000 personnes. Ah non, et je pense que c'est les gens qui réfléchissent donc à l'inverse de ce que je dis, mais c'est une question ouverte, hein, c'est pas une condamnation, sont les mêmes qui sont prêts à envoyer 10 000 personnes à la guerre et qui sont pas prêts, eux, à aller. Mais j'allais dire même pas à aller, à se mouiller dans ce système-là pour contribuer c'est-à-dire que eux, ils doivent être à Miami. Tu vois, eux ils doivent être à Miami, ils doivent pas être là où c'est chaud. Ils doivent pas être là où c'est chaud. Tandis que d'autres personnes, tu peux ne pas être d'accord avec le choix politique, mais elles assument leurs valeurs. Tu vois, tu prends des gars comme, je sais pas moi, le Che ou des trucs comme ça, des révolutionnaires, des gars comme ça, qui apparemment n'ont pas des tableaux tout beaux, mais en tout cas dans l'idée de
dans l'idée d'assumer ses valeurs, de choisir, de prendre parti du sujet que tu as ouvert tout à l'heure. Tu vois, c'est une question. Donc ça met en relief la question qu'on a posée l'autre fois, qui est tu choisirais qui entre ton fils et 10 personnes. Et puis ça permet aussi de voir peut-être. Quand je dis l'ego, c'est pas un mot par facilité, hein, c'est parce qu'il y a différentes formes d'ego, il y a différentes manières de lutter contre son propre ego, etc. Mais ça te permet de voir à quel point l'autre se met en retrait et peut voir les choses, la vie, avec un autre prisme que son pur soi. Tu vois, et là tu vois à quel point il est bloqué dans ce qu'il voit uniquement, ou est-ce que non, il n'est pas bloqué, il a juste une petite ouverture d'esprit, mais à la fin ça s'arrête là, ou est-ce qu'il est carrément déconnecté en fait, il sait qu'il est balancé ici dans une enveloppe corporelle qui va durer entre un jour et 100 ans et c'est tout. Et donc je trouve que toutes ces questions-là permettent de sonder ou de comprendre l'autre sur comment il perçoit. Et parfois, quand les gens sont trop loin de ça et qu'ils sont dans le, dans l'entre-soi, donc que à ceux qui nous ressemblent, tu vois, parce qu'après tu peux aller loin. Hein, ah oui, mais il est lituanien, moi aussi. Oui, mais il est lituanien du Nord. Oui, mais il est lituanien chrétien orthodoxe. Oui, mais il est lituanien chrétien. Tu vois, donc à la fin, finalement, qui c'est qui te ressemble? Tu reviens au même. Tout le monde te ressemble. Tu reviens au même. Farid, moi, ça me permet de dire que tout ce que Yos dit me permet de confirmer que le monde est moins violent qu'avant, mais il est surtout moins humain. Et c'est l'humanité qui peut nous rendre violents, parce que justement, on veut défendre nos prochains. Je reviens à mes propos. Mais je pense que le monde est moins violent qu'avant. C'est un autre prix. Ce que Yos dit, c'est ça, au fait. Mais il est moins humain. Ah oui, il est beaucoup. Tout simplement. On peut voir ça comme ça aussi. C'est pas qu'une question de violence. Hein. C'est vrai, j'avais pas vu ça. C'est le manque d'humanité qui nous fait croire qu'on est devenu plus violent. Mais c'est une violence de ne rien faire, de ne pas réagir, de ne pas s'indigner. Moi, il y a un personnage de film auquel tout ça me fait penser. Je ne sais pas si vous l'avez forcément vu, le Truman Show. Ouais, on en a parlé une fois vite fait là. Ouais, c'est ça, on a l'impression de. Où tout est autour de lui, avec Jim Carrey, où tout est fait tout autour de lui pour pouvoir justement le garder dans son cocon, dans son prisme et tout. Truman Show, il est l'acteur principal d'une émission de télé depuis qu'il est né. Il vit dans un monde en carton-pâte dans des studios. Son mariage, tout ce qu'il y a autour est tout à fait fake. Et en fait, tout le monde le regarde à la télé le soir. Et ce qui est bien, sans spoiler, si vous ne l'avez pas vu ou si vous voulez le voir, cher auditeur, à la fin, il décide par lui-même de sortir de une sorte de matrice. Là. Oui, là, tu ouvres le champ des possibilités en disant Matrix. Il décide de sortir. Alors je sais plus c'est laquelle des pilules qu'il prend dans Matrix, la bleue ou la. Ah non plus. Voilà. Mais l'idée est là. Il en prend une, il décide de sortir et d'aller dans la réalité, du monde qui est celle que tu décris, qui est malheureusement moins humaine. Bon, cet épisode touche à sa fin, un peu plus structuré. Plus posé. Ouais, beaucoup plus posé. Je voulais passer un bonjour aux 35 personnes américaines qui écoutent le podcast. 35 agents de CIA et de... Écoute, c'est... I hope you are doing well, guys. Laissez-nous un commentaire. Et aux 17% d'Italiens, je ne sais pas s'il y a des Japonais ou pas, ou des Allemands, j'en sais rien. Mais en tout cas... Allemagne, États-Unis, Italie, sympa. Hein. Ouais, c'est un podcast worldwide. Je suis le premier. Peut-être que c'est des VPN. Je suis le premier surpris. Peut-être que c'est des VPN aussi. Mais en tout cas, voilà. Merci à vous pour cet épisode. Merci Mehdi, merci Youssef. Merci à toi. Et puis, en tout cas, on a posé des questions. Si vous voulez réagir, il y a le compte Instagram, le mail ou par message directement. Merci à vous. À ciao et à bientôt. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé.
On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.